C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno qu'il vous faut pour être au courant de ce qui se passe dans le monde des technos, nécessairement. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Monsieur McKenna, très content de vous parler aujourd'hui. Pareillement. Très content qu'on discute de tout ce qui bouge. Mm-hmm. Il y a des belles nouveautés. Toi, tu as reçu les nouveaux iPhones? Ouais, ça va être mon sujet plus tard. J'en ai un ici qui est spectaculairement violet. Je sais pas s'il doit avoir un nom exact, là. Ça serait un très bon nom. Spectaculairement violet. J'aime ça. Google le fait, hein. Il nomme ses produits avec des couleurs, avec justement des superlatifs qui sont pas nécessairement auxquels on penserait pas du premier coup, là. J'avoue que lui, il rentre au poste, point de vue intensité de la couleur, là. Ils ont mis clairement l'effet de saturation au maximum, sans problème. Moi, j'ai la tablette Remarkable Pro. Oh! Après 4 ans d'attente, je l'attendais, j'en ai parlé il y a 2 semaines, je l'ai déjà reçu, très 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 content, une version couleur d'une tablette minimaliste qui permet juste d'écrire et de lire et d'annoter. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas de courriel, juste lire, écrire comme du papier. Ces écrans couleur e-ink là sont vraiment très bien, en fait. Oui, c'est vraiment la nouvelle technologie. On va remercier avant de commencer nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. On vous le dit, on en parle, mais il y en a des nouveaux qui s'en viennent, on a bien hâte de vous les annoncer. Dans cet épisode, on va parler de Temu, d'Apple, de Microsoft, d'énergie nucléaire, de Disney, de Slack, des téléphones à écran pliables en 3 et des nouveaux iPhone 16. On va parler aussi d'intelligence artificielle. Je l'ajoute. Arrête donc, toi. On ferait jamais ça, nous autres. Je suis sûr qu'on va en parler à quelque part, c'est certain. On est en 2024. On vous certifie que nous ne sommes pas de l'intelligence artificielle. Ouais, puis... à qui je parlais cette semaine? Des gens, des professionnels des communications numériques, n'est-ce pas, qui disaient que de nos jours, quand tu vas en ligne, tu crées ton propre podcast, tu envoies ton texte dans une IA qui crée un podcast, qui lit le texte à deux voix, dans le fond, synthétiques, qui se relancent, comme si nous, on était deux robots, en fait. Donc, non, nous ne sommes pas des robots. Et ce qu'on vous dit, c'est authentique, réel et vrai. Et ça sort d'un cerveau bien organique, là. Je ne veux pas dire biologique, parce que j'ai peut-être des agents génétiquement modifiés. Je sais pas ce qu'il y a dans l'eau, dans le robinet, mais je peux vous dire qu'on n'est pas des machines. Tout ce qu'on a fait comme expérience techno au cours des dernières années, on a peut-être été implanté à quelque part sans s'en rendre compte. J'espère que non. On espère que non plus. Parlant de technologie étrange et inquiétante un peu, moi ça m'inquiète en tout cas, mais on va commencer nos espressos de tech, cette rafale de petites nouvelles avec celle-là que je viens de voir passer. Il y a une entreprise qui veut relancer la centrale nucléaire de 3 Mile Island pour ne produire que de l'énergie, que de l'électricité, en fait, qui irait à alimenter les serveurs de Microsoft très spécifiquement. Ça soulève un paquet de questions. La première, c'est Microsoft, vous le savez, vous vous en rappelez peut-être, mais avait pris l'engagement il y a quelques années, non seulement d'être carboneutre en 2030, mais d'être carbonégatif d'ici, je pense, 2040, et d'avoir compensé pour l'ensemble de sa production de gaz à effet de serre depuis sa création dans les années 70. C'est assez ambitieux. Et là, récemment, ils ont rétro-pédalé sur certains projets d'énergie renouvelable. Ils ont aussi retiré ils ont abandonné le projet de faire des centrales, des centres de données dans la mer. Sous l'eau. Oui. Qui était une façon de les garder au frais sans avoir des gros systèmes de refroidissement qui sont souvent coûteux et complexes. Et là, du coup, paf, on va se fier à l'énergie nucléaire. Je veux dire ceci à propos de l'énergie nucléaire. Il y a comme une grosse discussion dans les médias, surtout américains, et peut-être canadiens-anglais, mais moins au Québec parce que le nucléaire nous affecte moins, mais l'industrie nucléaire pousse fort pour dire « Nous sommes une énergie propre ». Fait que je vais vous laisser penser à ça un instant. Il y a des déchets nucléaires, ils sont très importants, mais comme ils sont un problème pour nos générations futures dans 10 000 ans, apparemment, c'est pas de la pollution. C'est très déchirant parce qu'on nous le vend bien, le nucléaire, quand même. Il paraît que les nouvelles centrales consomment mieux le carburant, c'est beaucoup plus sécuritaire, il n'y a plus de risque d'explosion ou de fuite, il paraît que c'est contrôlé. On pourrait avoir des petites centrales nucléaires pour une ville, pour une usine. Mobile, en plus. Qui permettrait d'alimenter en cas de pépin. Ouais. On nous le vend bien, mais encore une fois, c'est un peu
affolant. De mémoire, ça a peut-être changé. De mémoire, une centrale nucléaire, il n'y a pas de milieu. Ça fonctionne à plein régime ou pas du tout. Donc, il y a toujours beaucoup d'électricité. Donc, il y a toujours de l'électricité qui est gaspillée, surtout quand on est hors pointe. Et ça permettrait de créer de l'hydrogène à partir de l'eau c'est juste par énergie résiduelle. Donc, on pourrait aussi faire la promotion de l'hydrogène. Donc, une société sans carburant fossile grâce au nucléaire. Donc, il y a beaucoup de rêves et de magie autour du nucléaire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner du côté de Microsoft parce que ça fait réagir en ce moment, parce que ça a été annoncé comme une intention à suivre. Mais peut-être que tout d'un coup, on le sait, les technos, ça a besoin d'énergie de plus en plus, l'intelligence artificielle aussi, et on veut pas polluer, donc le solaire et l'éolien, c'est bien beau, mais le nucléaire veut sa part du gâteau. À suivre. Y a-t-il du nouveau du côté de Flight Simulator, Pascal? Ouais, ben moi, écoute, ça me fascine, Flight Comme Simulator. à chaque semaine. On reste dans Microsoft. Je suis désolé, c'est que Flight Simulator 2024 est en pré-vente maintenant. On peut l'acheter tout de suite. Et ceux qui le font vont voir l'avion bombardier, le De Havilland bombardier d'eau. Les avions qui arrosent les incendies, les feux de forêt, vont l'avoir gratuitement. Ils vont pouvoir jouer dans Flight Simulator 2020 tout de suite et vont l'avoir aussi dans Flight Simulator 2024. La nouvelle qui m'a surpris, c'est que Flight Simulator 2024 va être beaucoup plus petit que Flight Simulator 2020. La version de Flight Simulator 2020 prenait au moins 130 gigaoctets de stockage. Puis évidemment, il y en a plus si tu rajoutes des avions, des trucs, des missions. Ça demandait à chaque fois une longue mise à jour, chaque fois que tu démarrais pour avoir les détails haute résolution des avions, des aéroports et compagnie. Ceux qui... Puis là, bon, évidemment, c'est pas... Moi, j'ai pas de console Xbox, mais le stockage est seulement de 364 gigs dedans. Fait que là, t'as 130 juste pour Flight Simulator. La nouvelle version va prendre seulement 30 gigs. Et ça, c'est... Écoute, c'est moins 100 gigs de moins. Ils ont vraiment fait quelque chose de magique. Les détails haute résolution vont être téléchargés au fur et à mesure de ton vol. Donc, quand tu vas t'approcher d'un endroit, ça va en arrière-plan télécharger. Qu'on assume qu'il y a une bonne connexion Internet derrière. Probablement, ben oui. Avec une mauvaise, ça va peut-être être moins efficace. Écoute, la nouvelle version, on va pouvoir voler avec des dirigeables, on va pouvoir voler avec des montgolfières. C'est parce que c'est long, ça. Oui, tu vas pas la gonfler, tu vas pas remettre de l'air dedans. Il semble qu'on va voir la toile se gonfler, voler comme ça. Fait que ceux qui sont fans du Festival des Montgolfières vont se régaler. Écoute, ça coûte de 90$ à 260$ canadiens. Il y a la version Ultra Premium, mais il y a en plus de ça la version Aviator. Qui, elle, va chercher pour les aviateurs, qui a toutes les bases, toutes les missions, tous les avions, tous les avions. Tout ce qui fait rêver les inconditionnels du manche à balai. Ça va, oui, c'est ça, 200. Parce qu'il y en a qui ont des installations chez eux. Là, ils ont les simulateurs entiers, physiques, ouais. Des simulateurs, parce que tu peux, de façon totalement réaliste, décoller un 747. Là. J'ai un collègue qui est pilote d'avion, puis il s'amuse à décoller, puis il a sa licence, puis c'est très réaliste. Ça va être possible de l'utiliser dès le 19 novembre 2024, ceux qui vont vouloir jouer à Flight Simulator. Bon, à vos cockpits, tout le monde, ça s'en vient vite, effectivement. Voilà, pour s'amuser, pour voler pour vrai. Yes. Moi, parlant de voler, mais pour une autre utilisation du même mot, en fait, c'est un autre verbe complètement. Il y a des petits coquins qui ont volé jusqu'à au-dessus d'un téraoctet de données à travers Slack au sein de l'entreprise Disney, bien connue de toute la planète. Et là, Disney, ça les inquiète. Donc, ils ont décidé d'abandonner, ou ils veulent abandonner Slack comme outil de travail, de télétravail à l'interne. On parle de 44 millions de messages qui auraient fuité, de messages partagés sur les canaux Slack de Disney depuis le mois de juillet. C'est un petit avertissement pour toute entreprise qui utilise non seulement Slack, mais ses outils. Et là, je me fais un peu le prophète de malheur, mais j'ai l'impression que ça va jouer en faveur du retour au travail en temps presque permanent là, pour les gens qui peuvent encore télétravailler 2, 3, 4 jours par semaine de la maison. Mais bon... Le problème avec ces logiciels-là, c'est qu'ils ne sont pas parfaits. Donc oui, une fuite, ça existe, ça se peut. Espérons que ça va être colmaté et que les autres organisations qui utilisent Slack peuvent être rassurées de la sécurité de la plateforme de messagerie. Extrêmement populaire, mais pas bien différente dans le fond d'utiliser... Il y a quoi? Il y a Teams qui a aussi des outils de clavardage intégrés. Bref, il existe plusieurs solutions qu'on peut utiliser. Donc, Teams, c'est sûr. Moi, je donne des formations là-dessus. Voilà. Tous les trucs et astuces pour clavarder plus efficacement dans Teams. Bon, voilà. Je suis pas pire là-dessus.
Parle de Microsoft, justement, tu as trouvé quelque chose à propos du navigateur Edge. Écoute, je reste dans Microsoft, je suis stické là-dessus aujourd'hui. On va nous signaler les extensions de navigateurs qui causent un ralentissement de performance dans Edge. Et ça, c'est quelque chose qui est Je sais pas si tu utilises des extensions dans ton navigateur. Il y en a qui permettent de vérifier l'orthographe, de quelques-unes, mais pas beaucoup, ouais. D'envoyer, de filtrer les publicités, de filtrer la vie privée. Il y a plein d'extensions comme ça. Sauf qu'à un moment donné, quand il y en a trop, ça peut ralentir la performance de ton navigateur. Et s'il y en a qui demandent un petit peu trop de performance, on va te donner un pourcentage. On va te dire cette application, cette extension ralentit le chargement des pages de 30%. Cette extension-là ralentit le chargement des pages de 10%. Ça va te permettre de juger est-ce que l'avantage de cette extension-là en vaut la peine. Ça va peut-être aussi permettre de voir des applications, des extensions qui sont moins gourmande, c'est ça, d'en essayer quelques-unes puis trouver celles qui sont plus efficaces que d'autres, celles qui sont mieux conçues. Je trouve ça très intéressant parce que quand on navigue puis qu'on se dit, voyons, c'est bien lent, on soupçonne que c'est notre vitesse Internet, c'est notre ordinateur, on se rend pas compte que c'est peut-être justement des extensions qui consomment des fractions de secondes qui nous ralentissent dans notre navigation. Puis c'était le truc qui s'en vient. On indiquait qu'on pouvait l'installer avec, ce serait déjà pour certains dans les extensions, les fonctions cachées. Avancées. Ouais. Il y a Flag, Edge, on peut aller chercher des extensions cachées. Je l'ai pas vu dans mon navigateur Edge, fait que je vais rafraîchir et j'ai bien hâte d'essayer ça. Gardez l'œil ouvert et le bon. Je vais vous parler, parce qu'on en parle, on l'a dit tantôt qu'on en parlait à tous les coups, d'intelligence artificielle, mais d'une façon un peu différente. On va parler d'OpenAI parce qu'ils viennent de boucler un financement de 6,5 milliards américains. C'est presque 10 milliards, ça. Un truc qui m'a fait sourciller, parce qu'évidemment, le truc qu'il faut se rappeler à propos d'OpenAI, qui est, on le sait, le créateur de ChatGPT, qui mène la charge de toute l'IA générative. J'ai une conversation. Qui est utilisé par Copilot, qui est utilisé par Apple dans son Apple Intelligence. Dès que tu vas sortir de ton appareil, ça va être une version de ChatGPT qui va être utilisée. C'est fou. Exact. On confond beaucoup intelligence artificielle avec intelligence artificielle générative, parce que de plus en plus, on a l'impression qu'il y a juste ça, alors qu'il y a plein d'autres affaires. Et là, on s'inquiète de plein d'affaires par rapport à ça, puis on mêle un peu les pinceaux. Mais ChatGPT et OpenAI ne sont pas profitables, ne sont pas rentables en ce moment, il faut se le dire. Ils seraient en voie de perdre 5 milliards de dollars cette année seulement, selon les documents qui fuitaient dans les médias américains il y a la semaine dernière, en fait, je regardais ça. Donc, ils ont besoin de financement privé. Ils en auraient obtenu encore d'autres. Je ne sais pas où ça s'en va. C'est sûr que, bon, il y a des ententes avec, tu l'as dit, Microsoft, Apple et tout ça. Les gens qui financent OpenAI disent que bientôt, cette entreprise-là va être une des plus grosses entreprises en bourse. On parle de milliers de milliards de dollars, des billions, là, on dit des trillions en anglais. Là, il va falloir utiliser plus couramment le terme français billion pour signifier des milliers de milliards, là, parce que ça devient quasiment banal de valoir moins de 3 billions, je devrais dire, pour des entreprises comme celle-là. J'ai hâte de voir si c'est vrai, parce que quand on brûle des milliards de dollars, quand on est déficitaire à chaque année de milliards de dollars, il me semble qu'à un moment donné, quelqu'un va perdre patience quelque part. J'ai hâte de voir la suite, parce que là, basé sur ce qu'on voit en ce moment, ça prendrait encore un petit coup là, pour que l'IA générative comme ChatGPT devienne vraiment convaincante, parce que c'est pas un outil que je vois comme étant totalement fiable, donc il y a certainement un hype ou un buzz, ou appelez-le comme vous voulez, mais il me semble que les preuves restent un peu à faire quand même. Ben oui. Est-ce que dans 5 ans, on va se dire, finalement, c'est comme c'est comme le 3D? Ben écoute, je suis peut-être vieux, mais quand Google, par exemple, est entré en bourse, tout le monde se demandait comment Google va rentabiliser ses opérations. Puis il me semble qu'on avait l'impression qu'on savait un peu comment ils allaient faire. Quand Facebook a commencé à émerger aussi, les gens se demandaient, mais comment feront-ils pour faire de l'argent, alors que c'était évident qu'il y avait juste à mettre une régie publicitaire. Tu sais, il y a des éléments comme ça, tu devines à l'avance qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe. Oui. Tu sais, tu peux pas mettre de publicité dans le modèle de ChatGPT. ChatGPT te donne une réponse, te dit, en passant, prends donc un bon Big Mac. Puis là, t'es comme, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est une commandite de Ford Canada. Donc, c'est clair qu'il y a un modèle d'affaires au complet à inventer, là, pas juste reprendre ce qui existe déjà. Donc, écoute, à suivre. Je vais juste dire ça. T'as-tu goût de parler d'une autre affaire qui est encore à inventer, ou en tout cas qui est encore à prouver au stade de la curiosité? Les téléphones pliables, c'est la grosse folie cet automne. Et là, on en a parlé il y a 2 semaines. Il y a le téléphone pliable à trois volets. Celui de Huawei, le Mate...
Le Mate quoi, tu te rappelles-tu, Pascal, le nom exact? C'est le Mate Z... non, c'est pas Z. XZ, C'est le Mate ZX, XT. Mate XT, voilà. Qui se replie en 3. Et là, déjà, ben, il coûte cher et tout ça, donc les gens étaient plus « Oh, ah, rigolo ». Mais là, voilà que son rival chinois, Xiaomi, a aussi un projet de téléphone pliable en 3 qui s'en vient, qui sera en marché bientôt. Donc, attendez-vous à ce que ça devienne un truc. Ce qui est le fun, dans la mesure où c'est fonctionnel, c'est quand on le déplie, on a vraiment une expérience tablette pas mal plus évidente, parce qu'on a 3 fois l'écran d'un téléphone normal, un par-dessus l'autre. Donc, ça crée beaucoup d'espace. Mais encore faut-il que en tout cas, qu'on ait les moyens de se l'acheter, parce qu'on parle de... Le Mate XT, quoi, t'es pas loin de 3000 $, je pense. 4000 Canadiens, c'était assez incroyable. Donc, à suivre. Écoute, je vais t'en rajouter une autre. Je sais pas si t'as vu ça passer, Pascal. L'Union européenne récidive. À Radio-Canada, ils diraient rebelote. Ouais. Ils ont raison, je trouve. Et ils demandent à Apple d'ouvrir encore plus iOS et iPadOS. Écoute, on en parle tout le temps ici de l'interopérabilité, de l'importance de rendre toutes ces affaires-là plus fonctionnelles les unes avec les autres, peu importe leur fonctionnement. On a oublié, mais il y a une époque où une clé USB qui marchait sur un Windows ne marchait pas sur Mac. Oui. Il y a un moment donné où ouvrir un document Word sur Mac est impossible. Il y a un moment donné où même les cassettes d'un lecteur VHS ne fonctionnaient pas d'un lecteur bêta. On oublie à quel point c'était... ouais, ça, c'est assez pas le fun. C'est pas en tout le même format, par exemple. Mais oui, il y a cette notion... que tu choisisses d'avoir un lecteur bêta ou un lecteur VHS parce qu'il y avait deux formats. Et là, on allait au club vidéo, il fallait prendre le bon petit étiquette de Velcro là, pour être sûr qu'on louait la bonne cassette, la bonne pochette du film. Les plus jeunes ne se rappellent pas d'une autre époque, avant le streaming, mais on louait des cassettes VHS au vieux club vidéo, qui était souvent le sous-sol du dépanneur du quartier. Mais là, j'ai hâte de voir comment ça va se résoudre, parce qu'il y a beaucoup de chicanes là, entre l'Europe et les géants américains, le Google aussi, et Amazon, et toute la gang. Apple peut toujours dire ouvrir notre plateforme peut entraîner aussi des failles de sécurité ou ainsi de suite, et là on a un chamaillage qui ne terminera plus, mais clairement l'Europe est à l'avant-scène de ce mouvement-là. Ce qui serait le fun, c'est que ça se transpose jusque chez nous, ce qu'on voit pas en ce moment, dans le cas de l'App Store entre autres. Mais il va falloir suivre ça, parce que l'Europe clairement a trouvé le filon là, pour secouer la cage des géants américains. Des App Store parallèles. Et puis, on parlait de l'utilisation des Apple Watch, entre autres. Parce qu'une fois que tu achètes une Apple Watch, tu as un très bon incitatif. Tu as payé ta Apple Watch Pro à plus de 1000 $. Là, si tu passes à Android, tu ne pourras plus t'en servir. C'est un peu embêtant. S'ils pouvaient ouvrir ça, ce serait un beau geste. Parlant d'iPhone, un film tourné avec un iPhone au cinéma. Je trouve ça assez particulier parce que il semble que le film de zombies, je sais pas si tu as vu 28 Days Later, qui est le film qui a révélé Cillian Murphy. Ça fait un petit bout de temps, ouais. Dans un lit d'hôpital, puis il y a des zombies partout, puis Londres est complètement vide. Ben, c'est lui qui se réveille, c'est ça. Il se réveille, puis d'un coup, en pleine apocalypse de zombies. De l'autre série de zombies, The Walking Dead, où le gars se réveille dans un hôpital, c'est très drôle, qui a repiqué cette idée-là. Le film aurait été tourné, la suite, 28 Years Later, serait filmé avec un iPhone, avec des gros adaptateurs qui permettent d'utiliser des lentilles de cinéma. Et là, c'est ça qui est drôle, parce qu'ils vont mettre de l'avant le fait que, hey, regardez, ce film a été tourné avec un iPhone, vous pouvez faire pareil avec votre téléphone que vous avez pour... Et quelques dizaines de milliers de dollars d'accessoires, ben oui. Exactement, tu vois juste l'espèce de coquille, j'ai vu que le minimum, c'était 400 quelques dollars, et là, t'as pas tes objectifs de calibre cinéma qui vont permettre d'ajuster la profondeur de champ. Et la question, je me demande, mais pourquoi utiliser un iPhone? Il faut vraiment avoir soit un avantage, une entente avec Apple, quelque chose comme ça. Je mets pas en doute la qualité des capteurs. Tu penses qu'il y aurait du marketing derrière ça? Écoute, tu sais, pourquoi? Il y a des caméras spécialisées qui ont des adaptateurs qui permettent, qui sont compacts, sont conçus pour le cinéma, avec des gros capteurs. Pourquoi tu utiliserais un iPhone avec un paquet d'adaptateurs pour convertir des lentilles, des objectifs?
Ça me semble un peu flyé. OK, d'accord, un iPhone, c'est petit, c'est pas cher, mais quand on fait un film de plusieurs millions de dollars, il me semble qu'on n'est pas à quelques milliers de dollars près pour l'achat de la caméra, puis d'utiliser du matériel professionnel avec du color grading, puis des réglages que tous les caméramans connaissent, ou du moins apprennent à connaître. Ça me semble un peu incongru. Fait que je sais pas comment ils vont lancer ça, mais si vous voyez une campagne de marketing basée sur le fait que le film a été filmé, shot on iPhone, rappelez-vous qu'il y a toute une équipe de professionnels derrière, d'éclairagistes, d'effets spéciaux, Oui, il n'y a pas de magie, là. Et d'adaptateurs pour passer du petit capteur, du petit objectif du iPhone à des objectifs de plus grande taille pour capturer toutes les images. Je vais en profiter pour rappeler aux gens que, outre Apple, Samsung et Google et plein d'autres fabricants essaient de pousser leurs appareils pour filmer des vidéoclips, entre autres, des choses comme ça, des spots commerciaux, publicitaires, pour dire, regardez notre appareil. On peut même plus dire téléphone. D'ailleurs, c'était mon angle pour parler du iPhone. C'est plus un téléphone, c'est un caméra, c'est un iCamera. Tout est axé sur l'appareil photo et accessoirement, on peut faire des appels. J'ai hâte d'avoir ton avis sur le bouton, sur le côté. J'ai vu beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi? J'en ai un avis, ça tombe bien, on va en parler voilà, j'ai hâte d'avoir le titre, parce que ce bouton-là, parce que là, on met ça de l'avant, là. Oui, c'est leur gros truc. Ils ont rajouté un bouton. En plus, à 16 ans, c'est l'iPhone 16. Il rentre dans l'adolescence, il y a plus de boutons. Moi, je sais pas, mais il me semble qu'il y a quelque chose à faire, là. On est adolescent, on veut plus de boutons. Non, on veut pas plus de boutons. Personne ne veut plus de boutons. C'est la fin de nos espressos de tech. On va rentrer dans le vif du sujet avec nos actus de la semaine plus costaudes. On en a des pas mal de costaudes, d'ailleurs. Mais juste avant, vous rappeler que vous le savez, parce qu'on le dit à chaque semaine, nous avons un partenaire pour notre blog d'actualité qui est InfoBref, une infolettre qui tombe pif paf pouf dans votre box dans votre boîte de réception. Excusez-moi, j'essaie de franciser un terme, mais ça a donné d'autres choses. Tous les matins à 5 heures, paf, un courriel InfoBref, ce que vous devez savoir aujourd'hui, 10 petites nouvelles, le fun. Ce ne sera pas le fun, mais ils sont faciles à consulter. On en a pour 5 minutes, gros max, et on est au courant de tout ce qui se passe dans la journée. Dans toutes les directions, politique, économie, actualité. C'est vraiment bien. Abonnez-vous, c'est gratuit, infobref.com, allez voir ça. C'est pas mal plus le fun de c'est pas mal plus sûr de s'abonner à InfoBref que d'aller s'abonner à l'application Temu, Pascal. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je vois que l'émission JE va avoir ce soir un spécial sur Temu et les gens, Temu, c'est cute. OK, Temu. Ça donne que la semaine dernière, t'es dur ou Temu? C'est très drôle parce que j'ai publié sur mon site, j'avais le brouillon écrit il y a quelques jours, parce que suite à mon expérience, je crois que c'est un dimanche pluvieux, moi et ma blonde, on s'installe, on dit « Hey, Temu, t'as 2 articles gratuits. » Je dis « OK, on va aller au bout de l'histoire, puis je vais me commander. » Et en bout de ligne, ça m'a coûté 70$. J'ai reçu un paquet de cochonneries. Et je suis très insatisfait. Mais j'ai une excellente histoire à raconter, par exemple. Temu, là, c'est du crack. L'expérience de magasinage est ludifiée à l'extrême. Tu embarques dans Temu, là, puis là, on te propose des affaires, ça pop, c'est comme une machine à sous, là. Cling, 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 t'as gagné 2 articles gratuits, t'achètes 20$ de plus, la livraison est gratuite. Oui, ils vont faire ça. Puis là, on te propose constamment des nouveaux articles, puis là, tu vois quelque chose, puis ça disparaît, puis là, tu le revois. Là, il est marqué, cet article, il n'y en reste plus que quelques-uns. Robert, dans votre quartier, vient d'en acheter 40. Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est vraiment incroyable. Ensuite, dès que tu achètes, super rapide, super efficace. Là-dessus, rien à redire. Tu reçois tout de suite un numéro de suivi. On va te dire que, écoute, il y a un pourcentage des articles qui prend moins de 2 jours à arriver, même s'ils viennent de Chine. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis là, on dit, écoute, si jamais ça prend plus que 6 jours, on te donne un rabais de 5$. Wow! C'est le fun de m'avoir 5$ puis le pif-paf dans ma poche. Mais non, c'est un crédit que tu as sur ton prochain achat. C'est sûr, ben oui. Ensuite, dès que tu achètes, tu es bombardé de courriels et de textos parce que tu as besoin d'entrer ton numéro de téléphone pour t'inscrire. Fait que là, ça pop. Hey, oublie pas, Pascal, là, on va te donner 2 articles de plus. Tu as un cadeau incroyable, rabais de 100%. Ça, c'est fou, là. Remboursement de 100% de ton achat. Ouh! J'aime ça. Hey, je suis rendu à 60$, moi. Non, c'est 5$ de crédit sur tes prochains achats. À chaque achat. Jusqu'à hauteur du montant, de la valeur de ton achat. Jusqu'à hauteur du montant. Wow. Tu peux en faire des achats à coût de 5$ là-dessus.
extrêmement... Ça fait que si t'aimes recevoir des courriels promotionnels, là, c'est vraiment incroyable. En 3 jours, j'en ai reçu. Écoute, j'ai arrêté, là, j'étais rendu à 10 courriels de promo, puis oubliez pas. L'autre affaire qui est flyée avec Temu, c'est que l'expérience est dans ton téléphone seulement. Fait que moi, j'aime magasiner à tête reposée. Ils veulent l'application. Ils veulent que tu installes l'application. Tu installes l'application, comme ça on a toutes tes informations personnelles. Et en Chine, la version de Temu, elle est très intrusive. Là, elle va regarder t'es qui t'appelle, tes contacts, t'es quelle région géographique et tout. Et l'affaire qui est très drôle, c'est que quand j'ai reçu les articles, et là je me retourne rapidement, je vais les prendre si tu permets. Ceux qui nous regardent sur Internet, j'ai reçu des articles. Écoute, j'ai commandé des sous-vêtements pour monsieur. Le tissu, là, on dirait du papier sablé. La taille fonctionne pas. La coupe, j'en parle même pas. J'ai fait rire en les portant. J'ai reçu, écoute, je pense qu'il manquait 2$ pour compléter le montant. J'ai commandé des lunettes de soleil. Je me disais, je m'en vais bientôt dans le sud. Je vais prendre, écoute, les lunettes. Il est écrit dessus, c'est pas des blagues, lunettes décoratives. Pas pour usage général. Voyons donc. Je te jure, il est écrit en petits caractères sur la boîte. Ne pas porter ces lunettes sous peine de perdre grosso modo, là, portez pas ces lunettes-là pour aller au soleil. Vous allez vous cramer les yeux. Elles sont très jolies. Ah, bon sang qu'elles sont jolies, mais elles ont aucune protection. Aucune sécurité. Ce sont des lunettes décoratives. Et je trouve ça capoté d'avoir dépensé 70$ pour ça. J'ai beaucoup ri. J'ai une histoire à compter. T'as ri pour... Ouais, c'est ça. 70$ d'anecdotes. Écoute, puis là, dans l'histoire de JE ce soir, on apprend qu'il y a des bijoux contaminés qui sont là, qui causent des irritations, des problèmes de peau. Si vous avez des articles électroniques, n'oubliez pas que si ça demande un logiciel, vous allez avoir un logiciel chinois qui va peut-être prendre vos données, qui ne sera peut-être pas en français. Pas toujours en anglais non plus, en fait, même pas en français. Pas toujours en anglais. Des fois, c'est même pas disponible sur le Play Store. Il va falloir le side-loader, le télécharger sur le côté, ce qui cause des risques, encore une fois, de sécurité. Écoute, j'ai commandé une lampe de poche. Finalement, l'affaire que je voulais, qui me donnait gratuitement, c'était une lampe de poche. J'aurais pu acheter cette lampe de poche-là, probablement au Dollarama pour quelques dollars, ou l'acheter sur Amazon, juste la lampe de poche. Ça m'aurait coûté moins que 70$. Fait que j'ai été alléché par la promesse d'articles gratuits et j'en suis ressorti un peu irrité. Je conclus mon super billet sur mon site. N'hésitez pas à le consulter sur pascalforget.com. Je fais de la promo. On présente Temu comme un festival d'aubaine incontournable. Mais en réalité, c'est décevant. C'est comme aller au casino. On en ressort toujours plus pauvre. C'est triste d'aller au casino. Toujours la maison qui gagne. C'est toujours la maison qui gagne, c'est comme la fête d'aller au casino, puis finalement, c'est des rangées de gens devant des machines à sous, le regard hagard. Temu, pas super. Si vous avez de la chance, vous allez peut-être tomber sur quelque chose, mais expliquez-moi ce qui est si merveilleux là-dedans. J'écoute. Très, très accrocheur de ça, la ludification extrême. Ça vaut la peine de réfléchir. Très agressif et à des prix, effectivement. Bien des gens vont sur Temu acheter en lot et revendre sur Amazon. Les prix sont très gonflés. Cet article-là vaut 60$. On vous le vend à seulement 10$, mais tu te rends compte que tu pourrais l'acheter très bien pour 10$ partout. C'est juste qu'ils gonflent les prix comme ça. Je lisais quelque part que Temu perd beaucoup d'argent sur chaque transaction, mais que c'est fait exprès pour aller... Ils font de l'argent ailleurs. Je veux dire ça comme ça. Sur les Donc, si vous savez pas où ils font de l'argent. C'est ça. Tu payes un montant, tu as des articles de fait. Puis en même temps, c'est des articles en Chine qui valent pas cher. Là. Ce que j'ai commandé, j'ai payé 70$, mais dans les boutiques en Chine, au Dollarama, tu pourrais avoir des articles comme ça à des prix vraiment ridicules. $1 ou 2, ben oui. $1 ou 2 chacun. Fait que peut-être que la valeur réelle des articles que j'ai reçus, c'est vraiment pas grand-chose. Fait que, très drôle. On va parler de quelque chose qui vaut plus cher que 2$. On va parler des AirPods Pro 2. Ils ont été présentés par Apple il y a un peu plus qu'une semaine, 2 semaines maintenant. Comme, entre autres choses, comme prothèse auditive. Alors la question que bien des gens se posent, c'est mais est-ce que mon assureur, est-ce que même la Régie d'assurance maladie du Québec va payer mes prochains AirPods Pro si je les achète? Parce que dans la politique de la Régie de l'assurance maladie du Québec, c'est écrit en pleine lettre que l'assurance
donc du gouvernement, couvre l'achat, la réparation et le remplacement d'une prothèse auditive et d'aide de suppléance à l'audition sous certaines conditions. Là, j'ai hâte de voir ce que certaines conditions veut dire. Une très bonne prothèse auditive coûte au-delà de 1000 $. Donc, des AirPods à 329 $, tout d'un coup, c'est comme abordable. Ce serait de très bonnes prothèses, là. C'est vraiment une belle technologie. C'est des bons écouteurs, puis ils sont discrets, ils sont pas gênants à porter. Ben, j'ai hâte de voir parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui ont tout le temps des écouteurs blancs dans les oreilles 24 heures par jour. T'as l'impression qu'ils dorment avec. Et là, on va voir maintenant une nouvelle génération de gens plus âgés avec des problèmes d'audition porter eux aussi à longueur de journée des écouteurs blancs. Donc là, il y a comme deux générations qui vont se retrouver dans le même style, dans la même mode auditif, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais j'ai hâte de voir. Bon, évidemment, il y a plusieurs bémols. D'abord, les AirPods Pro, vous savez, à la base, c'est des écouteurs tout à fait corrects là, pour écouter de la musique, puis faire des appels, puis ainsi de suite. Et pour qu'ils soient considérés comme des prothèses auditives, il faut qu'ils aient le feu vert des autorités publiques. Ici, au Canada, c'est Santé Canada. Aux États-Unis, c'est la FDA. Aux États-Unis, Apple a reçu l'approbation pour que ces écouteurs soient considérés comme une prothèse auditive. Chez nous, c'est pas encore le cas. Donc ça, il faut que ça se règle avant qu'on puisse avoir cette conversation-là. Mais ça soulève quand même la question ensuite, est-ce que non seulement ça va être remboursable, ne serait-ce que par un assureur privé, l'assurance maladie, la régie de l'assurance maladie, on verra un autre tantôt, là, mais peut-être, on ne le sait pas. Santé Canada n'est pas rapide là-dessus, habituellement. Non, c'est ça. Quoi qu'ils ont, j'ai l'impression qu'une entreprise comme Apple doit pousser très, très, très fort pour que ça aille plus vite. Ils ont fait ça récemment avec l'Apple Watch, où ils avaient obtenu une approbation sur je ne me rappelle plus quel détail. Et ça avait étonnamment été assez rapide, je te dirais, même au Canada. Il y a un truc à savoir, c'est que quand on les installe, quand on les utilise, les AirPods Pro, il y a un test Mon Dieu, il y a un terme exact, je l'ai oublié, là. C'est un truc tonal, je pense, le terme exact. Attends un petit peu, je l'ai ici. Appelé audiométrie tonale, voilà. C'est un test qui fait des bruits et évidemment, vous tapez quand vous entendez le bruit et ils évaluent la capacité de votre oreille à capter l'ensemble des sons environnants. Et ça, ce serait de qualité de grade scientifique. C'est ce que la FDA a dit aux États-Unis. C'est vraiment un test qui est valable, même vous feriez chez des professionnels de l'audition. Le test n'est pas très compliqué, hein, quand tu vas te faire un test d'audition. C'est une pièce insonorisée, puis ils te font des bips à différents niveaux sonores, puis quand tu l'entends, tu l'entends. Tu appuies sur le bouton pour passer au test suivant, c'est pas plus compliqué que ça. Le test que les AirPods Pro font, et stocké, ensuite les résultats sont stockés de façon sécuritaire sur le téléphone, mais vous pouvez les partager aussi avec un spécialiste de l'audition. Donc si, mettons, vous voulez juste avoir un deuxième avis professionnel, vous pouvez le faire. Bon, et ça soulève l'autre question. Vous savez, un des problèmes avec la perte de l'ouïe, c'est qu'on porte souvent trop des écouteurs. Avec le volume trop fort. Trop fort, trop longtemps. Fait que là, c'est la solution au problème qui est aussi le problème à la solution. Donc, à voir comment ça va être adapté. Mais j'ai hâte de voir la suite de ça parce que clairement, cette fonction-là, à mon avis, est un énorme argument de vente pour Apple, pour les AirPods Pro. Il faut s'attendre parce que dans les prochains mois, on voit d'autres fabricants faire la même chose définitivement. Mon Dieu, si c'est déductible, ça va être la mine d'or pour Apple. Les gens ça va être un petit casse-tête pour les assurances et l'assurance maladie et ces choses-là. Là. Oui. On va investiguer, on va voir ce qu'ils en disent, ces gens-là, puis on va revenir là-dessus. Hey, j'en ai eu parler de Social AI, et là, je te vois venir là-dessus, mon Dieu. Et là, que les gens qui aiment ça se faire flatter l'ego doivent être là-dessus, puis triper. Écoute, c'est nouveau, c'est en anglais, donc c'est assez limité pour l'instant, mais il y a une nouvelle application qui fait beaucoup jaser depuis une semaine, c'est Social AI, qui est un réseau social composé à 100% de bots, donc d'agents virtuels, et qui est 100% axé sur vous. Vous, comme dans chacun de nous, tous les individus particuliers individuellement. C'est une application pour iOS, donc sur l'iPhone pour l'instant, qui se présente comme je le définis comme un réseau social dont vous êtes le héros. Je pense qu'il faut le dire comme ça. Oh, c'est bien dit. Là, évidemment, tous les chantres de l'IA générative ne peuvent que dire des belles choses à propos de ce réseau social-là, parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est dans la formule, c'est comme Twitter. Mais dans l'application, c'est qu'on crée évidemment son compte. Et là, on décide combien on veut de types d'intelligence artificielle autour de nous pour commenter nos publications. Ouais. Et là, on a différents types. Ça va du fan à la cheerleader au critique le plus acerbe. Là, on peut vraiment chercher toutes sortes de genres de personnalités qui couvrent des sujets aussi variés que la bouffe ou la politique ou peu importe, parce qu'on peut choisir entre des gens plus libéraux, des gens plus conservateurs. Donc, c'est quand même assez... Et là, pour commencer, il y a 32 types. Là. Il n'y en a pas 300. Et ça en prend 3 minimum pour partir réseau social. Et à partir de là, vous publiez des faits de publication. Et ça crée cette chambre d'écho virtuelle qui vous répond basée sur le caractère des intelligences artificielles.
C'est un peu drôle parce qu'on a pris le gros problème de Twitter et de Facebook, puis on en a fait une application entièrement axée là-dessus, parce que les comptes automatisés puis les faux comptes, c'est ça qui est le problème sur les plateformes sociales dans bien des cas, parce que ça crée une résonance de messages qu'on ne veut pas nécessairement entendre. Et dans ce cas-ci, ben, on y va un petit peu... Évidemment, c'est affirmé, on le sait, c'est pas caché, donc on le sait que ce sont des bots, mais on sait aussi que ce sont des caricatures un peu parce qu'ils sont pile-poil sur la caractéristique principale qu'on leur demande d'adopter. Donc si on veut un bot qui est très fan, ben il va vous trouver merveilleux à tous les coups, puis vous êtes donc fin, puis ce que vous dites, c'est donc intelligent. Il n'y a pas des visionnaires là-dedans, des gens qui vont prendre je prends ton idée, là je me mets en contact avec l'univers, ça ouvre des portes de réflexion spirituelle, d'évolution, et là tu fais part sur tous les pseudo-experts qui... Ben écoute, ça peut pas être pire que d'aller sur X ces jours-ci, je sais pas. C'est horrible. Mais écoutez, vous pouvez l'essayer, c'est rigolo. Pour l'instant, il n'y a pas de... c'est tout nouveau, le gars qui a lancé ça, l'Américain, c'est un Américain, là, c'est un développeur qui travaillait, je pense, pour Facebook. Je suis pas sûr, il travaillait en tout cas un truc comme ça, qui a décidé de lancer ça un peu sans nécessairement... Il y a eu un petit peu de financement, mais il n'y a pas encore de modèle derrière. Donc c'est plus amusant qu'autre chose. Donc avant que ça devienne une patente trop compliquée, ça vous tente de rigoler un brin, essayez ça, Social AI. Tu vas payer pour ça va avoir plus de supporters virtuels. Ben, peut-être qu'on va se rendre compte que c'est plus fun de se faire répondre par des agents conversationnels évolués que par des humains. On sait que c'est des robots. Moi, je soupçonne qu'il y a bien des répondeurs, bien des gens sur les réseaux sociaux. Je soupçonne que c'est de plus en plus des réponses automatisées qui sont là. Sur les vrais réseaux, oui. Ben, dans celui-là, on s'est assuré que ce sont des trucs automatisés. Donc, on va voir... Tu vois des gens qui sont sur LinkedIn et compagnie, là, puis c'est tout le temps en train de répondre « Ah oui, dans mon domaine d'expertise, je vois souvent des cas comme le tien. Tu as tout à fait raison. Affirme ton chemin. Tu es une belle personne, stimulante et éclairante et tout. » C'est comme... donc. Moi, quelqu'un qui me parlerait de même, je dis t'es-tu correct? À tous les coups. La journée où tu m'arrives avec ça, Pascal, tu sais, t'es toujours une personne qui m'inspire, qui me stimule et qui m'éclaire avec tes raisonnements éclairés et juste. Là, je suis Alain, calme-toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Combien tu veux que je te donne? Okay, je te le dirai une fois, je te le dirai pas à tous les coups. Je vais me réserver. C'est ça. Et là, t'as ça. Non, mais sur mon lit de mort, peut-être, hein, ça me ferait plaisir. Ouais, c'est un peu tard. J'ai pas l'intention de mourir. Non, mais je sais. C'est comme dans 45 ans. Là. Finalement, je t'ai jamais dit, mais t'es une bonne personne que je suis un robot. Ah non! Shocking! Social AI, allez voir ça. Ça met la touche finale. Ou pas. C'est comme t'es nu. Allez-y ou pas. Ah oui, allez pas. Ben, vous pouvez nous écouter, nous on est des humains, on va vous dire ce que vous voulez entendre, mais à notre façon. Quand même. Aïe, aïe, aïe. On va cesser ici ces élucubrations, Pascal. Nous allons prendre une courte pause. Je dois, parce qu'en fait, c'est un peu niaiseux, mais je viens de réaliser que mon sujet de la semaine, mon gadget de la semaine, c'est aussi la caméra que j'utilise pour me filmer en ce moment pour la balado. Je vais aller en trouver, je vais m'arranger autrement. Donc, je repatente ma patente, comme on dit en bon québécois, et on vous revient avec nos gadgets de la semaine. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, c'est ce moment de la semaine où on vous parle de gadget. Et mon gadget, je l'ai dit tantôt, il est violemment violet. Ah, c'est encore pire, comme elle dit comme ça. Je trouve ça cool, violemment. Ben, ça rime à l'envers, c'est le début de la phrase qui rime. Mais bref, si vous avez compris qu'il est coloré, n'est-ce pas, même si vous ne le voyez pas. C'est l'iPhone 16 Plus que j'ai dans les mains. C'est la version boostée du iPhone 16 de base. Si vous avez suivi un petit peu ce qu'Apple a annoncé depuis 2 semaines, il y a 4 versions du iPhone. Et je pense que c'est la première fois, je me rappelle pas l'année passée, il me semble que c'était pas ça, que les 4 appareils ont des dimensions d'affichage différentes. C'est 6,1 pouces, 6,7 pouces pour les 16 et 16 Plus, 6,3 et 6,9 pour les Pro et Pro Max. De mémoire. Ben là, c'est ça, de mémoire. Ce qui fait que si vous cherchez, et les dimensions sont pas tellement différentes, c'est juste qu'on est allé chercher un peu on était rogné dans la bordure pour les 2 Pro, pour avoir plus de pixels devant l'œil. C'est une façon de distinguer les 4 appareils un peu plus. Je pense que pour la plupart des gens, le choix, c'est soit un Plus ou un Pro. Parce que le Plus a plus de batterie. Ça, c'est la grosse affaire, parce que l'iPhone 16 de base, comme l'iPhone 15 et comme la plupart des téléphones de nos jours, l'autonomie est un peu courte. Donc, le Plus a plus de batterie. Et le Pro a la caméra à 3 objectifs avec le téléobjectif 5X, qui est donc merveilleux. Qui fait vraiment du beau travail. Eux, ils disent pas, évidemment, périscopique. Là, ils disent en prisme, ou je sais plus quelle expression, parce qu'ils disent jamais la même chose que personne, mais c'est la même chose. C'est un objectif qui est donc, dans le fond,
en coude qui permettent d'avoir cette longueur focale plus généreuse, malgré que l'appareil reste relativement mince. Donc, ici, j'ai le plus, vous l'avez vu, dans une couleur différente. Il y a des nouvelles couleurs, comme à chaque année. Il y a du blanc et du noir classique. Rose, vert, bleu sont les 3 couleurs, pour ceux que vous voulez savoir. Il y a différentes choses, le fun. Je vais prendre le rose. Bah, tu vois, c'est la couleur de, je pense que c'est la couleur de l'automne, le rose. Le rose ou le mauve fuchsia là, jusqu'à l'espèce de rose. Tu as entendu parler d'un film Barbie? Ben, j'allais dire, c'est juste un an trop tard pour ça, mais ça reste dans l'esprit de, hein, disons ça comme ça. Faut reconnaître ceci à Apple, c'est qu'ils insistent de plus en plus sur l'importance des matériaux recyclés, de l'empreinte environnementale des produits, tout ça. Donc, dans ces appareils-là, la batterie est faite de lithium recyclé en très, très grande partie. L'aluminium des boîtiers est recyclé en très, très grande partie. Le titane des appareils qui ont des boîtiers en titane est en bonne partie recyclé. Donc, on va quand même chercher ces matériaux-là ailleurs que dans la Terre. Donc, ça, c'est quand même un truc le fun. Les grosses nouveautés de l'iPhone sont l'appareil photo qui a été replacé à la verticale. Les 2 objectifs sont pas en diagonale, mais un à côté de l'autre. La raison... C'est correct, c'est qu'on veut que quand on met l'appareil en mode horizontal, on peut faire des visuels, des photos, des vidéos, ce qu'on appelle spatial, donc stéréoscopique, donc en 3D pour voir, entre autres, dans le casque Vision Pro d'Apple, mais aussi sur n'importe quel appareil qui permet de voir des images en 3 dimensions. Parce qu'on a comme l'équivalent de 2 yeux qui peuvent capter une image, et là, on peut faire la séparation stéréo. Ce qui me fait rigoler, c'est que ça veut dire qu'on n'a pas pensé à ça quand on a fait l'iPhone avec les 2 objectifs en diagonale. On s'est dit, tiens, ça va faire différent des iPhones précédents, et paf, et là, on a oublié que ça serait un truc qui ferait une différence plus tard. L'autre question, c'est qui prend encore des images en tournant son téléphone d'un quart de tour? La plupart des gens prennent leurs images à la verticale, et je me dis, quand est-ce qu'on va pouvoir filmer à l'horizontale en tenant son téléphone à la verticale? Ben là, j'imagine, parce que là... En faisant ça, Apple pousse pour qu'on revienne à un style de vidéo très horizontal. Donc, les vidéos TikTok ne seront pas spatiales, à moins qu'on aille chercher seulement le milieu de la vidéo horizontale. Donc, on va cropper dans une vidéo. En tout cas, c'est un nouveau casse-tête pour les réseaux sociaux. Mais ça, c'est moins important pour nous, personnellement. Il y a un nouveau capteur de 48 mégapixels derrière ça qui est... Pas pire, bon, je vais dire ça comme ça. Pas mal tout le monde, cet automne, a le même capteur 48 mégapixels, apparemment, là, les autres fabricants aussi. Il y a 2 nouveaux objectifs. Il y a un objectif grand angle, il y a un objectif téléobjectif 2X. La grosse nouveauté, en fait, il y a 2 nouveautés, c'est qu'on peut maintenant faire de la photo macro avec un iPhone de base, qu'on ne pouvait pas avant, c'était réservé au modèle Pro. Macro, c'est à peu près à 2 cm de distance de l'objectif. Vous filmez un objet, puis c'est comme si vous le regardiez super, super proche. Et ça fait des très belles photos quand ça marche. Des fois, il y a des caprices. Des fois, ils pensent que tu veux regarder l'affaire derrière l'objet. Donc, c'est la mise au point, pas toujours parfaite, mais ça permet de le faire. Quand ça le fait bien. Et le téléobjectif, je le trouve plutôt bien. Et de façon générale, on a ce que... Mon Dieu, comment on peut traduire ça? Le zéro shutter lag. Il n'y a pas de délai d'obturateur. Quand on prend une photo, on appuie sur le déclencheur, ça fait pas comme... clic. Ça fait clic tout de suite. Donc, on peut tout de suite capter l'action. Généralement, ça, c'est bien. Le seul problème, c'est qu'on perd la résolution parce que ça fait des photos à 24 mégapixels dans ce temps-là plutôt que d'utiliser plein 48 mégapixels. Donc, c'est à vous de voir. Mais rendu là, pour moi, j'ai pas... En tout cas, personnellement, je trouve que c'est bien en masse, le 24 mégapixels, question de point de vue. On a aussi fait attention à la vidéo. On a 4 micros. On réduit le bruit de vent quand on filme. Tu sais, quand on parle... À l'extérieur, je suis dans une foule, j'appelle à la maison. « Hey, où est-ce que tu es rendu? » Ben, je suis dans le milieu de la foule, puis il y a toujours du vent, puis on a beaucoup insisté pour essayer de réduire le bruit ambiant comme ça, et ça le fait plutôt bien dans les vidéos. Et là, je vais vous faire la démonstration si je parle au téléphone, mais c'est dans les cas de vidéo où même on se filme soi-même, où on filme quelque chose qui se passe à quelques mètres de nous. Ça coupe l'effet de bruit de vent et de choses comme ça le fait plutôt bien. On n'avait pas dans le logiciel de montage l'option d'enlever le vent comme on peut faire du côté de Google. Ben, j'allais dire Google l'offre, mais en après-coup. C'est ça, exactement. C'est en édition, là, c'est en direct. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut ajuster, c'est quelque chose qui se fait par défaut. Dans les versions Pro, on peut en parler après, mais dans la version Pro, on peut ajuster le mode audio pour avoir de l'isolation avec les conversations qui sont filmées, pour avoir juste la voix des gens, même ceux qu'on ne filme pas autour, pour avoir l'effet de bruit de fond léger, juste un petit peu réduit pour qu'on l'entende quand même, mais pour avoir l'effet total d'une vidéo. Et ça, on peut le paramétrer. L'iPhone de base ne le permet pas nécessairement de la même façon. Ouais, moins, il fait des belles choses, mais il ne les fait pas toutes. C'est comme ça.
Il y a donc la caméra qui fait toujours des aussi belles photos. Je vais vous dire ceci en mode photo de soir, photo sombre. Une belle amélioration. C'est drôle parce que ça fait quoi? 20 ans qu'on parle de téléphone et à chaque année, on dit en situation de faible luminosité, l'appareil est pas mal mieux qu'il était. Et puis effectivement, il y a toujours comme une petite amélioration d'une année à l'autre. Et là, on s'en vient à une étape où j'étais dehors puis je filmais un truc. C'était un match de soccer avec l'éclairage, avec les ampoules au sodium là, qui éclairent un peu tout croche. Là. Et d'habitude, quand on prend des photos de ça, c'est on voit mieux avec notre œil que on pense qu'une caméra d'appareil photo va bien voir, puis c'est pas toujours le cas. Et là, ça fait des vraiment très belles photos, même une très belle vidéo d'une action nette. Il n'y a pas de flou dans les mouvements. Donc, on arrive à prendre des photos sombres dans un moins long laps de temps et donc avoir plus de définition sur les objets en mouvement. Ça, c'est une critique très précise et très pointue. Et on rattrape, parce que j'avais comparé le Pixel 9 avec le iPhone 15 il y a quelques semaines, et là, l'iPhone 16 rattrape au minimum le Pixel 9. Donc, on revient un peu à l'avant-scène de ça du côté d'Apple. Ça, c'est l'appareil photo. Il y a deux nouveautés tout le tour. Il y a deux boutons qui s'ajoutent au iPhone de base et au iPhone Plus pour la version 16. C'est le bouton d'action qui est à côté des boutons de volume, qui permettent c'est un raccourci physique, en fait. Ça permet d'accéder à un raccourci de son choix. Ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du nouveau bouton d'action? On appelle ça le Action Button. Ah oui, puis j'ai une belle anecdote après ça. Vous allez voir, c'est fascinant. Écoute, on peut le personnaliser. On peut demander ce qu'on veut comme raccourci. Ça va quand même assez loin dans la possibilité des raccourcis qu'on peut faire. À la base, ça remplace. Avant, on avait un petit interrupteur pour mettre en mode silencieux, en mode vibrant ou en mode de volume. Ça. On peut faire la même chose avec, mais on peut mettre d'autres choses. Moi, je le trouve bien. Je le trouve cool, ce bouton-là. J'ai rien contre. Je le trouve très pratique. Je l'utilisais déjà pour partir mes entraînements, mes exercices, comme sur la montre, d'ailleurs, comme sur l'Apple Watch. Et l'autre, c'est ça l'affaire. L'autre nouveauté sur le boîtier n'est pas un bouton. Quand j'ai demandé à Apple, pouvez-vous me parler du bouton de contrôle de caméra? Ils m'ont dit, premièrement, c'est pas un bouton. Donc là, j'étais taboire. Tu appuies dessus. C'est un contrôleur de caméra. Un contrôleur de caméra, d'accord. Et on ne veut pas dire bouton parce que, malgré que ce soit clairement un obturateur avec 2 niveaux de pression, c'est aussi une surface tactile sur laquelle on peut glisser le doigt pour lancer certaines commandes. Genre, on peut zoomer en glissant vers la gauche et on peut dézoomer en glissant vers la droite. On peut faire un clic ou un demi-clic ou un long clic. Et là, ils ont voulu ne pas dire bouton, puis ils ont trouvé plein de façons de ne pas le dire, mais clairement, c'est le mot qu'il fallait dire. Ça m'a fait bien rigoler, mais ça, c'est typique d'Apple. Ce que je comprends, c'est que c'est pas un vrai bouton. Je comprends que c'est pas... c'est un morceau de métal lisse. En fait, c'est un... On dit pas bouton parce que là, je me rappelle de l'image quand il a été présenté, et là, c'est pas apparent comme ça, mais je pense pas que c'est un bouton physique. Je pense pas que le mécanisme en dessous soit un mécanisme de bouton. Il y a une rétroaction haptique, il y a quand même vraiment un déclic qu'on sent dans le doigt. Mais c'est hyper sensible et j'ai pas trouvé le réglage pour ajuster le niveau de sensibilité à la fois du déclic. Non, ça je l'ai trouvé, c'est dans le réglage d'accessibilité, mais le niveau de sensation du glissement du doigt dessus. Parce que quand on a l'appareil, sur l'iPhone de base qui est plus petit, ce contrôleur-là de la caméra est facilement accessible par l'index quand on tient l'appareil à l'horizontale. Mais sur la version Plus, sur la version Pro Max, le bouton est comme trop loin. Fait qu'on tient plus le téléphone, on tient le contrôleur, fait qu'on a toujours le doigt dessus, fait que là, on peut pas facilement glisser. Et quand on glisse, faut glisser, tu sais, on se dirait que d'un bout à l'autre du bouton, ce serait comme tout le spectre de zoom qu'on peut avoir sur la... Mettons qu'on pourrait dire ça. Mettons que je pars à droite, je suis à 0, là, je suis à grand angle, puis rendu au bout, je suis à 5x ou 2x, ou je sais plus c'est quoi la limite de l'appareil photo de l'iPhone 16 de base. Ça serait cool. Tu glisses et t'ajustes ton zoom au complet. Sauf que là, c'est pas ça qui arrive, c'est que tu glisses un coup, puis t'as avancé, mettons, de 1,4x. Fait que tu sais pas t'es rendu où. Fait que tu recommences, tu le fasses 4-5 fois, puis t'avances, puis finalement, tu perds tout le temps que t'aurais pu juste faire le mouvement de pincement à l'écran, puis pouf. Pincer à l'écran, ben oui, puis c'est le mouvement que je pensais qu'elle allait disparaître. C'était ça, je pense que c'était ça l'idée de dire aussi, on veut que les gens arrêtent de faire ce mouvement-là sur l'écran, mais qu'ils le fassent avec ça. Malheureusement, la sensibilité n'est pas la bonne pour ça. Fait que là, on a un peu beaucoup raté son coup chez Apple. J'imagine que ça pourrait s'ajuster. Ce que j'avais cru comprendre dans la discussion avec les gens d'Apple, c'est que quand cette sensibilité-là de glissement pourra être ajustée pour qu'elle soit plus ou moins sensible selon ce que vous préférez en termes de, justement, d'interaction. Mais pour l'instant, cette particularité-là du bouton, je n'ai pas trouvé où le changer. Donc ça, pour moi, pour l'instant, c'est un problème parce que c'est pas un plus. J'aimais beaucoup l'idée, par contre, parce que ça renforce l'impression, et c'est très vrai, que ce sont plus des téléphones de plus en plus, ce sont des caméras connectées avec la fonction d'appel en bonus, parce qu'on parle de moins en moins avec le téléphone à l'oreille. On prend toujours des photos de tout et n'importe quoi, on scanne des documents. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment...
le mot téléphone n'est pas approprié pour ces appareils-là en 2024. Ça vaut pour toutes les marques de téléphone, parce qu'on insiste tellement sur l'écran et l'appareil photo que tout le reste, ça devient accessoire. Donc ça, c'est un truc. Je vais dire ceci, c'est pas exclusif au iPhone 16, mais la version du logiciel iOS, qui est rendue à iOS 18, qui a été mise en application il y a quelques jours, là, c'est pas une grosse mise à jour, mais c'est une grosse mise à jour. On peut personnaliser l'accueil, l'écran verrouillé, les icônes, les couleurs. Bon, juste cette mise à jour-là, iOS 18, si vous avez un iPhone 12 en montant, là, ça va changer votre expérience complètement. Si vous voulez pas payer 1100... Le menu complètement changé. Exact. Les menus, l'apparence d'à peu près tout change. C'est un gros plus, une grosse avancée, c'est un gros changement. Ça donne vraiment l'impression qu'on a un nouveau téléphone dans les mains. Donc, je vous dirais, si vous avez un iPhone pas trop vieux, vous pouvez l'échanger pour un nouvel iPhone puis payer je sais pas combien de centaines de dollars avec le retour sur votre téléphone actuel. Ou vous pouvez installer iOS 18 pour gratuit et avoir une expérience qui n'est pas bien loin d'être la même. Vous n'aurez pas Apple Intelligence, mais personne au Québec a Apple Intelligence parce qu'elle n'est pas en français. Pas avant 2025. En anglais, elle n'est pas encore tout à fait là. Elle est en morceaux, elle est en bêta. Et pour le français, on ne l'aura pas avant probablement le printemps prochain. Donc, vous avez le temps d'accumuler vos sous et d'y penser. Et si vraiment ça vous prend une IA générative, il y a des applications, même Gemini peut être installé sur l'iPhone et ChatGPT et toutes les autres. Et je vais vous dire ceci, la promesse des téléphones AI, là, parce que c'était ça le buzzword au début de l'année, cette année, l'émergence des téléphones à intelligence artificielle, je suis pas impressionné à date. Je veux dire ça. J'ai pas vu l'amélioration qui fait comme « Oh, on est vraiment dans un autre monde. » C'est vraiment un gros changement de paradigme. Non, je suis pas là du tout. Parce que premièrement, le mot paradigme, j'essaie de pas l'utiliser. Pardon? C'est ça, c'est que tu as le goût de t'en servir à tous les jours. Oui, tu as de l'intelligence artificielle qui permet de modifier tes photos, mais à moins d'avoir 10 ans, qui est-ce qui va, à chaque fois qu'il prend une photo, « Ah, Alain, je vais changer ton arrière-plan pour mettre un décor de château médiéval. Ah, je vais rajouter des dinosaures qui flottent autour de toi pour te faire rire, mon ami. Non, tu sais, je veux améliorer mon apparence. Non, je vais prendre une belle photo. Puis c'est une photo professionnelle, je vais pas changer, à moins que je vais aller sur un site de rencontre, je vais pas me rajouter une chevelure abondante pour faire semblant. Personne, on n'est pas tous un influenceur ou un Instagrammeur ou quelque chose comme ça, fait qu'il y a besoin toujours, c'est ça, lisser sa peau et ce genre de choses. Nouveau processeur A18, on a sauté le A17, on est passé directement du A16 Bionic à A18. Ça, c'est drôle. C'est de la poutine interne, hein, on s'en fout les noms dans le fond, là, mais c'est une belle amélioration. Il y a moins énergivore, donc on a une autonomie qui est quand même améliorée. 27 heures d'autonomie sur l'iPhone 16 Plus. Moi, je pense que c'est vraiment le sweet spot qu'on veut avoir. 27 heures de lecture vidéo ininterrompue. Là. C'est plus que ça si vous l'utilisez juste sporadiquement dans la journée pour prendre vos messages et ce genre de choses. Charge rapide de 50% de la batterie en 30 minutes. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a des téléphones qui font mieux des côtés Android. Non, mais c'est ça. C'est des choses que je vois sur Android depuis... Mais c'est parce que cette dualité-là, Android, iPhone, nous, on fait la part des choses, mais quelqu'un qui achète un iPhone, puis c'est ça qui est... La ligne. Puis la personne qui achète des iPhones est contente d'avoir cette fonction-là, sauf que OK. Il y en a qui vont plus vite dans d'autres environnements. On a amélioré aussi le processeur vidéo pour ajouter certaines particularités visuelles dans les jeux vidéo surtout. Si vous êtes amateur de jeux vidéo mobile, vraiment, là, il y a un modèle, c'est l'iPhone 16 Plus. Parce que le Pro Max et le Pro... ils font mieux au niveau de la performance, mais n'ajoutent pas la différence qui est... C'est pas aussi apparent en termes de gain d'affichage ou peu importe, comme ça l'était sur l'iPhone 15 et les générations précédentes où le Pro avait vraiment un processeur extrêmement plus performant pour les applications comme des jeux vidéo très intenses. Il n'y a pas non plus 3 millions de jeux vidéo très intenses sur l'iPhone, mais ça commence à débouler, puis il y en a des pas mal de fun, donc écoutez, regardez bien parce que ça s'en vient pas, c'est en train de réfléchir, puis il y a quelque chose de bien qui se prépare, mais la mécanique est là, disons ça comme ça. L'autre option, on en a parlé un petit peu, c'est les 16 Pro et 16 Pro Max, qui eux sont offerts dans des couleurs plus conservatrices. Il y a du noir, du blanc, du gris et du sable.
très bizarre que ce soit pas les mêmes couleurs pour simplifier la chaîne de production et tout. Là-dessus, il y a des décisions qui se prennent que je comprends pas. Ben, c'est du titane, on la joue plus haut de gamme, il coûte pas mal plus cher aussi, il faut dire. Oui, du titane, c'est un matériau. Ça commence à 1450$ pour le Pro, ça commence à 1100$ pour le 16 de base de mémoire, et ça monte. On peut facilement équiper un iPhone 16 Pro Max pour que ça coûte 3000$. Donc, évidemment, la théorie, c'est que les versions Pro sont pour des gens qui ont un travail et qui ont besoin de téléphone pour leur travail. Les versions de base, c'est plus ludique, consommateur, étudiant à la limite. Donc, il y a peut-être une notion de génération. J'imagine que, et je dis ça comme ça, qu'Apple a des données sur leurs acheteurs qui permettent de différencier un peu plus, justement, le Pro du modèle de base en disant les gens qui achètent un Pro veulent quelque chose de plus... La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas sorti un iPhone brun, style rond de cuir, style années 70, comme la rumeur le disait avant la conférence d'il y a 2 semaines. Ça aurait été weird. Ça aurait été bizarre. En tout cas, le Pro, qu'est-ce qu'il a de plus? Ben, sa caméra a un objectif de plus. Le capteur 48 mégapixels est un petit peu plus raffiné. C'est une deuxième génération du capteur qu'on a vu l'année passée qui est pas mal plus réactif, je dois dire ça comme ça. Il permet de faire des photos en mode RAW. Le 48 mégapixels en mode macro, en mode grand angle, dans des modes qui n'étaient pas disponibles avant. Donc ça, c'est assez nouveau. On a le même objectif téléobjectif 5X que l'année dernière. On ajoute des styles photographiques. On a une espèce de carré tactile qui apparaît dans l'application photo où on peut, en glissant le doigt dans les 4 cadrans du carré, modifier le contraste, la teinte de toute l'image, des affaires comme ça pour vraiment, en direct, là, faire changer un peu comme si on avait différents appareils photo, tu sais, avec un appareil sépia ou un film qui serait noir et blanc, ou un peu comme en tout cas, ça fait comme si on avait 18 appareils photo dans ses poches, là. Ça fait vraiment éclater le concept. C'est rattrapable par après. Donc, on peut aussi revenir à la photo naturelle une fois qu'on a pris la photo, si ça nous tente. C'est quand même assez rigolo. Ça vaut la peine d'être essayé. Il y a une fonction vidéo qui est le fun, c'est qu'on peut enregistrer en 4K à 120 images par seconde. Et quand on le réécoute, quand on regarde nos vidéos ensuite, quand on les visionne, on peut simplement sur une icône appuyer et visionner soit en vitesse régulière, 120 images par seconde, ou réduire jusqu'à 20 images par seconde, 25 images par seconde, ce qui est comme un ralenti x5. Et tout ça est stabilisé, vous savez, parce qu'il y a des stabiliseurs optiques dans les objectifs, tout ça. Puis ça fait des vidéos, quand on les ralentit un petit peu, il y a 4 ou 5 différentes façons de le ralentir. Ben, c'est le fun. Puis c'est un ralenti qui n'est pas artificiel, donc ça fonctionne quand même assez bien, ça fait des belles vidéos. Les gens qui travaillent dans la vidéo vont beaucoup adorer cette fonction-là, c'est sûr, parce que ça va permettre de faire justement des... Je sais pas, moi, si j'étais un réalisateur de film, Danny Boyle, par exemple, j'apprécierais cette fonction. Je dis pas que c'est pas une mauvaise idée de filmer certaines scènes, mais je trouve que de faire un paquet de Pierrot, enfin, on s'en reparlera. En tout cas, le son est écœurant sur des vidéos aussi. Je l'ai dit tantôt, on a revu la façon dont les micros captent le son, et là on fait de l'isolation de chacune des sources de son dans les versions pro du iPhone, là où on peut vraiment ajuster le genre d'ambiance qu'on veut créer, l'insistance sur les voix, tout ça. Si on prend, parce que souvent, j'ai rarement le temps d'éditer les vidéos. Tu sais, on prend des vidéos sur le fly dans l'action pour des souvenirs, ou en vacances, ou dans des activités familiales, ou peu importe. Réalisateur, habituellement, on filme vite, et puis... Puis on n'a pas toujours le temps, mais si jamais on veut prendre le temps, il y a cette capacité de vraiment améliorer rapidement la qualité des vidéos qu'on prend. Donc ça, c'est un gros plus. Sous le capot du Pro, il y a un nouveau processeur A18 Pro. Hein? Vraiment, on a juste revu la nomenclature pour que ça cadre avec le nom des modèles. La grosse affaire, c'est qu'on a amélioré beaucoup l'engin neuronal. Les expressions sont rigolotes. Mais on va beaucoup mieux traiter l'information d'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, entre autres ces choses-là, parce qu'on dit que c'est le premier téléphone qui est Apple Intelligence Ready, donc prêt pour l'IA d'Apple qui s'en vient dans les prochains mois. On a amélioré beaucoup l'autonomie aussi. 33 heures de lecture vidéo ininterrompue sur l'iPhone Pro Max. C'est quand même pas mal. J'aimais beaucoup le 15 Pro. Le 16 Pro m'apparaît aussi comme un modèle. Si j'avais à en acheter un, j'achèterais celui-là. Mais je serais embêté parce que l'autonomie est un petit peu mieux, mais elle pourrait être mieux encore un peu. Je trouve que vraiment les versions Plus et Max sont les versions dont l'autonomie est celle qu'on veut avoir dans un téléphone. Malheureusement, évidemment, c'est des modèles plus chers, donc c'est un problème. Mais pour tout le reste, évidemment...
clairement, le sweet spot, vous le savez, là, c'est la stratégie marketing d'avoir une gamme de produits avec des prix qui font choisir celui qu'on veut vendre le plus en axant le prix sur le meilleur. Et je pense que le 16 Pro et clairement le 16 Plus sont les deux modèles à considérer si vous magasinez un iPhone cet automne. Ils reprennent vos téléphones et ils offrent quand même des sous de façon assez conséquente là, si vous voulez pour sauver de l'argent. De mémoire, il parlait beaucoup de iPhone 12 comme comparatif. Donc les gens qui ont iPhone 12 et plus âgés, c'est à eux qu'on parle. Donc, il y a une espèce de signal subtil qui est envoyé. À mon avis, iPhone 8 et moins sont des appareils qui commencent à sentir le vieux qui gagnerait à être remplacé par un 16. Mais plus que ça, vous pouvez juste y aller avec... les appareils qui sont compatibles avec iOS 18 n'ont pas besoin d'être remplacés, à mon avis. Tant qu'on n'aura pas vu Apple Intelligence en français, là, de toute façon, c'est ça. Puis, il y a le temps encore de voir venir. Le prochain iPhone va avoir encore une meilleure puce neuronale encore, et là, va en bénéficier davantage. Fait qu'on a peut-être, en attendant un petit peu, on va peut-être se retrouver avec une meilleure expérience d'intelligence artificielle dans un an. Le temps de remettre des sous, puis on profitera pas plus de l'intelligence artificielle. Exact. Parce que donc, avant 2025. Là. Belle amélioration sur la photo, belle amélioration sur la vidéo. C'est des beaux téléphones, ils sont... Mais tu sais, il y en a beaucoup des beaux téléphones, puis si vous avez déjà un iPhone qui n'est pas si vieux que ça vaut la peine d'attendre, à mon avis. Il n'y a pas d'urgence de ce côté-là. Il y a peut-être moyen de se gâter sur d'autres accessoires, comme les nouveaux AirPods, je ne les ai pas essayés, ou la nouvelle Apple Watch, que je trouve très séduisante, mais que je n'ai pas eu le temps de tester beaucoup non plus, mais ça, on en reparlera de toute façon. Ben oui, et là, vous vous enfermez dans l'environnement Apple. Là, ça, c'est pour l'instant, à moins que l'Union européenne intervienne pour nous, on va être pris avec nos accessoires qui vont fonctionner uniquement avec les appareils Apple. Bien dit. Et voilà, grand survol. Merci Alain. Ça fait plaisir. Merci Pascal. Moi, je peux-tu parler de ma nouvelle tablette? Ben, vas-y. Écoute, la Remarkable Pro. Je vous montre la Remarkable tout court. Ceux qui nous écoutent sur YouTube ici, on a amélioré notre qualité d'image. On lit des bons commentaires parce qu'on utilise Riverside comme application. La Remarkable 2 date de 4 ans. Elle est encore extraordinaire. Elle a été mise à jour régulièrement depuis. Elle ne fait pas son âge. Super belle tablette en papier électronique qui permet d'écrire et d'écrire seulement. Ça permet de lire, d'annoter. On peut importer des fichiers EPUB, des fichiers PDF. Après 4 ans, qu'est-ce qu'on a fait? La Remarkable Pro. On parlait de tout qui devient pro, y compris les consoles de jeux. On a maintenant la Remarkable Pro, légèrement plus grande. On parle de 11 pouces et quelques au lieu de 10 pouces et quelques. Donc, on sent au niveau de l'écran un peu moins de bordure, beaucoup plus sympathique. Et surtout, tout a été amélioré. Le processeur, la mémoire, la réponse est beaucoup plus fun. C'est du nouveau papier électronique. Couleur. Et ça, c'est bien. Ça fait une belle différence. Petit détail amusant, ça fonctionne maintenant avec des stylets qui sont pas compatibles avec les précédents. Donc, si vous avez un Remarkable 2 puis que vous avez acheté certains stylets, moi j'ai toujours peur d'en perdre. Tu veux pas arriver avec ta tablette puis d'avoir oublié le stylet ou qu'il a glissé. Ouais, c'est un peu bête, ça arrive. Ouais. C'est un peu bête. Fait que là, tu dois t'investir dans les nouveaux stylets, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec la Remarkable Pro, le stylet est inclus. Et il se colle sur le côté. Il a besoin d'être rechargé. Le coller sur le côté de ta tablette Remarkable Pro fait qu'il se recharge. Je veux dire ceci, Pascal, si tu me permets la parenthèse, c'est un problème de 1%, mais tous ces stylets disparates, là, oui. À un moment donné, il faudrait vraiment... C'est un beau cas d'interopérabilité. Il faudrait décider comme... Peut-être avoir une sorte de stylet qui marche partout, puis on arrêtait de se casser la tête. Tout à fait, parce que sur les liseuses Kobo, les nouvelles couleurs, les tablettes, c'est des stylets qui se rechargent aussi. C'est probablement le même type, mais c'est pas la même... Écoute, fait qu'on le colle sur le côté, ça recharge automatiquement. Ce que j'aime bien comme petit détail sophistiqué, c'est vraiment un outil sophistiqué, le Remarkable Pro. Quand on détache le stylet, la tablette s'allume automatiquement. On n'a pas besoin d'appuyer sur le petit bouton de démarrage qui a été amélioré, plus facile. Sur la Remarkable 2, souvent j'avais de la difficulté à appuyer sur le petit bouton. Amélioré ici. La couleur, ceux qui nous regardent sur YouTube, ce sont des couleurs de papier électronique couleur. Fait que c'est délavé. C'est un peu comme de l'aquarelle, genre. Ouais. Mais je vous montre, c'est ça. Comme ou du pastel, ou je sais pas trop. Ouais. Des crayons couleur à l'eau. Je vous montre la pochette du livre Will de Will Smith ici, qui est en couleur, et ça vous donne un aperçu. C'est pas
c'est peut-être le meilleur résultat qu'on ait. Je m'en suis servi pour annoter et lire des manuels d'instruction. Souvent, c'est en PDF. On peut très facilement, avec son ordinateur ou son téléphone, envoyer les documents dans sa Remarkable et les annoter. On peut faire l'inverse aussi. On peut prendre un dessin, quelque chose qu'on écrit à la main. On peut l'envoyer dans son téléphone, le retoucher dans son téléphone, le retoucher dans son ordinateur en tapant avec son clavier et le renvoyer dans sa Remarkable pour davantage de notation. Les annotations couleurs, c'est vraiment trippant. On peut surligner en jaune, on peut surligner en vert, on peut corriger en rouge, on peut faire des belles choses avec. L'autonomie est aussi à peu près de 2 semaines, donc là-dessus, il n'y a pas de gros changements. L'éclairage est nécessaire, parce qu'il y a un éclairage maintenant, fait qu'on peut écrire le soir, mais l'éclairage est faible. Par rapport à une liseuse, c'est un peu moins intense. Fait que c'est pas conçu pour remplacer une liseuse. Si on veut une liseuse, achetez-vous une liseuse, vous allez avoir des éclairages de nuit, des éclairages plus... Sans lumière bleue aussi pour lire le soir. Sans lumière bleue, c'est ça. Dans ce cas-ci, l'éclairage est doux, c'est pas trop embêtant, mais il n'est pas très fort non plus. Le soir, je me dis, j'aurais peut-être aimé avoir une petite coche de luminosité de plus pour écrire plus confortablement, mais ça le fait. Si vous avez besoin de quelque chose qui est apaisant, qui permet de prendre des notes incroyablement vite, très bien, on démarre la tablette vite, on écrit nos notes vite, on surligne. Pour un manuel d'instruction, c'est fantastique parce qu'on le consulte à côté de son ordinateur, grand écran. On peut se servir de la tablette Remarkable comme outil pour présenter. On peut, avec l'application Remarkable, se servir de sa tablette et dessiner, et ça sert de tableau blanc. Donc, dans ces présentations, on peut s'en servir très facilement, vraiment le fun. La Remarkable Pro, elle est 929 $ avec le stylet, 929 canadiens. On peut toujours se procurer la Remarkable 2 à 629, mais pour ça, il faut s'acheter un stylet en plus. Il faut se procurer des stylets. Fait que je trouve que pour la différence de prix, si vous avez envie de passer à cet outil-là, procurez-vous la nouvelle version, 4 ans d'amélioration logicielle de processeur, de papier. Ou acheter pour 900 $ de calepin de notes en papier. Ou acheter pour 900 $ de calepin. Ça fait toute une pile. On a goûté au calepin électronique. En couleur. Moi, je veux dire, le yin couleur, pour moi, c'est un gros élément. C'est vraiment joli. Et un truc que je vais montrer, la tranche, ils ont pensé un petit détail de design. Ça ressemble à une petite pile de papier. Sur le côté. C'est en aluminium, la bordure, recharge USB-C. Vraiment un beau gadget, mais c'est 929 $ et ça ne remplace pas un iPad. C'est un cadeau. Si vous voulez vous gâter et vous utilisez beaucoup de prises de notes, c'est un beau petit cadeau. Si vous prenez, c'est ça, beaucoup de prises de notes, vous voulez écrire votre journal à la main de façon transférer vos documents. Moi, j'ai écrit des documents puis je les envoyais. On peut transférer. On peut pas répondre à ces courriels, mais on peut envoyer des courriels de la tablette. Donc, on peut de la Remarkable dire j'ai un dessin, j'ai un schéma, j'ai un document que j'ai annoté. Je peux l'envoyer facilement par courriel à qui je veux. Et encore une fois, j'ai été surpris. Il y avait un document PDF. J'ai pu faire un clic droit dans mon navigateur web, une extension qui, j'espère, ne demande pas trop de ressources. Et pouf, ça a été converti et envoyé directement dans la Remarkable. Quelques secondes après, elle était là. J'ai pu lire le manuel, annoter, renvoyer. Et ça me change ma vie. Donc, la tablette Remarkable est remarquable, tu es en train de nous dire, toi. Écoute, c'est... c'est subtil, mais oui. Pas tant que ça. J'aime beaucoup ça. Pas d'accord. La Pro, je trouve qu'elle rajoute une couche de raffinement. Elle rajoute une couche, écoute, c'est idiot, mais un truc que j'ai apprécié, on peut se procurer, je vous recommande de vous le procurer là, pour protéger un étui protecteur qui n'est pas... un beau folio en cuirette. Beau folio en cuirette. Il y a un petit rabat pour le stylet magnétique. C'est idiot, mais dans la version 2, il n'y avait pas ce petit rabat-là. Fait que comme c'est magnétique, le stylet tient, mais dès qu'on il tombe dans le sac, oui. Alors, juste ce petit détail-là, c'est joli. L'étui se pose à plat, donc on n'a pas une bosse parce que le rabat fait un petit très, très bien pensé, très beau design. On peut aussi se procurer un clavier qui va permettre de taper et d'écrire directement dedans. Pour l'instant, le clavier n'est pas encore en français canadien. On peut taper en anglais, on peut taper en français de France avec la configuration AZERTY, mais il n'y a pas de réglage logiciel pour dire « je veux le clavier canadien-français ». Puis taper. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est une petite mise à jour. C'est pas grand-chose. Ben oui, c'est ça. C'est juste un pilote de clavier, c'est pas la fin du monde. Et c'est ça, ça fait toute la différence pour le clavier alpha, l'espèce de clavier qui n'avait pas... Tu le mets avec le pouf, tu peux taper comme tu tapes avec n'importe quel ordinateur. J'espère qu'ils vont le faire. Ce serait la petite touche
qui ferait que ce serait... Puis je vais vous le dire si ça le fait, parce que je vais tellement être content de pouvoir taper sans reflet dans l'écran. C'est un papier électronique, donc c'est pas... On peut travailler en plein soleil, sans reflet, sans distraction. Vraiment un bel outil, mais c'est un très spécialisé comme achat. Si vous me dites, ouais, mais c'est ça, puis un iPad, prenez l'iPad. Ah, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas la même application. C'est ça, c'est juste pour écrire, c'est juste pour consulter, c'est juste pour annoter. Mais j'aime ça. Remarkable Pro. Merci, Pascal. Merci, Alain. Ben, on sait aussi que tu es un amateur des tablettes de ce genre-là. J'aime ça, les affaires en papier électronique. Donc, c'est bien quand tu les recommandes. On sait que ça vient d'un endroit où ça a été dûment testé. Mon cœur. Voilà. Eh bien, c'est la fin de notre balado de cette semaine, Pascal. En fait, est-ce que je dois dire de notre... Oui, parce que c'est pas féminin ni masculin. J'ai appris l'autre jour qu'un balado, c'est la série. Genre, le balado, une tasse de texte, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 9 saisons, bientôt 10. Alors que la balado, une tasse de texte, c'est l'épisode de cette semaine. Je savais pas. Je pense qu'il y a des moustiques qui se sont fait assaillir. Enfin. T'as une façon polie de le dire, là. Oui, écoute, je veux pas être grossier non plus. Je suis peut-être un inculte, mais enfin. TELUS Plan Hub, merci de permettre ce podcast. Ouais. C23, le groupe Cogeco qui distribue et diffuse partout dans le monde, sur la planète, le podcast. Merci. Claude Hébert à la mise en onde. Jean-Christophe Ouellette aussi. Merci d'être là. PascalForget.com. Lisez mon article sur Temu. Lisez mon article sur la Remarkable 2. Je finis quelques détails. Je vous en parle avec enthousiasme. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse. Oui, dans la presse. Je vais avoir toutes les formations sur l'iPhone 16 cette semaine. Il y a un truc que je vais vous dire aussi que j'ai oublié de dire. Les étuis, là. Ça prend des étuis maintenant compatibles avec le contrôleur de caméra, le nouveau bouton. Donc, c'est toute une nouvelle gamme d'accessoires qu'il faut acheter en plus. Mais ça, on en reparle dans la presse cette semaine. Donc vous irez lire ça. Aïe, aïe, aïe. Ben, merci Pascal. Toujours un plaisir de te parler. Toujours un plaisir de se faire écouter par tous nos auditeurs. Prenez soin de vous, les amis. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Entre-temps, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.